Haroun Tazieff, très attendu par un public venu même de Flers et même de Caen pour l'écouter. Haroun Tazieff qui n'a pas voulu faire un discours politique et Haroun Tazieff malgré tout qui a été interpellé par une personne que l'on pourrait presque qualifier de sensibilité écologiste. Vous allez voir ce dialogue. Eh bien moi je ne vais pas vous faire un discours politique parce que après le discours excellent que je viens d'entendre, je me casserai la figure et comme je n'aime pas me casser la figure, je ne veux pas vous parler politique. Mais indirectement, tout est politique dans l'existence et surtout dans la société. Je vais vous parler de cet organisme tout à fait nouveau, cet organisme ministériel absolument nouveau, non seulement en France, mais dans le monde, que le président de la République, dès qu'il a pris le pouvoir en mai 1981, a décidé de créer, avec justement un courage justement politique, qu'avant lui, personne n'avait montré. Cet organisme, donc, le secrétariat, ce qui est devenu, après quelques avatars, le secrétariat d'État auprès du Premier ministre, aux risques naturels et aux risques technologiques majeurs. Alors les risques majeurs, c'est un euphémisme pour ne pas utiliser justement le mot catastrophe. Mais le secrétariat d'État, en réalité, chargé de minimiser les effets des catastrophes qui immanquablement, tôt ou tard, plus violentes, moins violentes, plus étendues, moins étendues, frappent tous les pays du monde et le nôtre, malgré toutes les chances que les dieux ont mises du côté de la France, qui est un des pays les plus privilégiés du monde par la nature, donc les catastrophes qui, tôt ou tard, frappent le pays. Pour Haroun Tazieff, il y a 4 tremblements de terre importants tous les siècles et Haroun Tazieff l'affirme, d'ici l'an 2000, la France vivra un tremblement de terre. Haroun Tazieff a rendu hommage au gouvernement français qui a pris à bras-le-corps ce problème en créant ce poste spécial qu'anime Haroun Tazieff. C'est quelque chose que le monde entier, je ne dirais pas nous envie, il n'y a pas d'envie, mais reconnaît au gouvernement français actuel une chose évidente, c'est d'avoir eu le courage de reconnaître qu'il y a des catastrophes que l'on peut minimiser. Parce que c'est très très curieux, mais dans le monde entier, les gouvernants préfèrent qu'on ne parle pas des catastrophes possibles. Ça leur évite d'avoir à s'en occuper. Parce que c'est très peu payant de prévenir les catastrophes, de minimiser à l'avance les effets des catastrophes. Au point de vue électoral, à courte vue, à brève échéance, c'est pas payant. Et ce qu'a voulu le président de la République et Laurent Fabius, c'est faire une politique à longue échéance, à long terme. Quand toutes ces catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre qui est la pire, chez nous en France, il y a des pays où il y a autre chose, les cyclones tropicaux, etc., les éruptions volcaniques dans certains, parmi donc les catastrophes naturelles, et surtout ce qui est maintenant, qui ne fait que croître en quantité et en puissance, ce sont les catastrophes technologiques. Et à la fin de 1984, nous sommes entrés dans une ère nouvelle de l'humanité, et on n'en sortira hélas jamais. C'est l'ère des grandes catastrophes technologiques. On avait eu quelques avertissements. En 2 mots, face à ces grands risques, Haroun Tazieff dit que la France est mieux armée que d'autres pays. Et il ne faut pas croire que parce que c'était Mexico, parce que c'était les Indes, que ce sont, comme disent certains, avec un petit complexe de supériorité qui ne représente en réalité que de l'infériorité déguisée, ce sont des pays en cours de développement. Nous les civilisés, nous les techniciens, les technocrates, les savants, etc. Excusez-moi, mon œil. Cela peut arriver ce soir, demain, l'année prochaine chez nous. Nous avons évité un bhopal d'extrême justesse au mois de juin dernier dans une usine au bord du Rhône. Je vous le disais tout à l'heure, il y a eu intervention d'un spectateur qui a interpellé Haroun Tazieff en lui reprochant en quelque sorte de parrainer les essais à Mururoa, ces essais atomiques. Et écoutez ce dialogue. Vous êtes quelqu'un d'important et à partir du moment où vous êtes toujours là après des choses qui se sont passées après les essais atomiques, par exemple. On a vu M. Paul Quilès dans l'hélicoptère. Oui, nous y étions ensemble. Oui, justement. Quilès et moi-même, nous avons vu d'hélicoptère
l'essai nucléaire pour lequel nous étions allés là, oui. Moi, ça me paraît un petit peu contraire à l'image que vous êtes pour moi. À cette époque. Voilà, alors justement, c'est ce que je voulais dire. Si vous aviez été moi, vous auriez démissionné. Alors je vous dirais pourquoi je ne démissionne pas. Ça n'a changé en rien la politique menée par leurs gouvernements respectifs. Donc j'aurais démissionné, ça aurait fait un petit boom, et puis c'est tout. Ça n'aurait rien changé. Non, c'était pas un petit boom, c'était quelque chose d'important. Quoi ? C'était aller quelque chose qui allait complètement avec ce que vous avez dit toute votre vie et pour moi, vous êtes un type important. Monsieur, je vais essayer de me situer. Je suis pas du tout venu ici en contestataire. Je suis ici tout à fait par hasard. J'arrive de Marseille, voir une de mes cousines qui habite dans le coin. Je suis le seul commandant français à Greenpeace. Bon, donc, non, mais je m'excuse, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui. J'ai commandé dans la marine marchande pendant 20 ans. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Non, je suis un peu étonné de cette réaction d'ailleurs. J'ai 36 ans de navigation, j'ai commandé 20 ans dans la marine marchande. Si je fais ça, c'est pour défendre quelque chose. D'accord. Bon. Une bouteille de plastique dans la mer, c'est quelque chose qui m'est aussi insupportable. Moi aussi. Que de voir foutre une bombe atomique dans l'océan. Bon, il s'avère que tout d'un coup, j'ai appris que vous étiez là, et vous êtes quelqu'un d'important dans mon raisonnement, Monsieur Tassieff. Merci. Donc, par conséquent, lorsque je vous ai vu à la télévision avec Monsieur Quiles dans l'hélicoptère au moment des essais atomiques, et d'avoir entendu dire qu'on était fiers d'être français parce qu'on allait faire péter une bombe atomique. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Non, c'est impossible dans ma bouche, ça. Bon, je vous l'accorde volontiers, je me suis peut-être trompé. Mais enfin, c'est comme ça que je l'avais entendu. Oui. Par conséquent, c'est des choses qui m'étonnent. Donc, à partir du moment où quelqu'un comme vous continue à défendre des valeurs qui sont celles du Parti socialiste, qui agit de cette manière-là, vous allez complètement à l'encontre de ce qui a été le raisonnement de toute ma vie, et je ne comprends pas bien. Je voudrais que vous expliquiez un peu mieux dans ce domaine. Alors, je vous dirais tout de suite qu'en ce qui concerne la bombe nucléaire, je considère que la guerre nucléaire n'est pas du tout autre chose qu'un simple avatar de la guerre tout court. Et quand on oppose armement atomique à armement classique, je ris. J'ai vu les effets des deux, c'est la même chose. Mutatis mutandis, des petites nuances. Il faudrait désarmer, c'est la seule solution, c'est le désarmement général. Absolument. Ouais. Mais le désarmement général ne peut être que général. On ne peut pas désarmer tout seul, hélas. Sinon... Oui, mais ne croyez-vous pas que si, justement, le fait de bénéficier d'un gouvernement socialiste, nous avions eu l'énergie, et cette énergie devait venir de gens comme vous, le fait de dire, nous, gouvernement socialiste, nous sommes complètement contre ce genre de choses, et nous allons montrer l'exemple. Nous allons être ceux qui vont pouvoir dire non. C'est un exemple qu'aucun pays ne suivra. C'est ça le drame. Non, c'est une certitude, aucun pays ne le suivra. Nous l'avons montré un petit peu. Le président Mitterrand a fait une espèce de désarmement lorsqu'il a retiré les troupes françaises du Tchad. L'autre avait promis, Kadhafi avait promis de retirer les siennes, n'a rien fait. C'est classique. Donc il n'y aurait que Pardon, j'ai assez long encore à dire pour ça, parce que ça vaut la peine d'expliquer ma position. Donc, ou le désarmement multilatéral, et alors je me bats à fond pour, ou s'il n'y a pas de désarmement, il faut continuer, puisqu'on est engagé là-dedans depuis toujours, il faut, si vis pacem para bellum, il faut préparer la guerre, ou plutôt la dissuasion comme nous la pratiquons, et la dissuasion ne peut être qu'avec l'armement le plus fort. L'armement le plus fort pour le moment, en dehors des armes biologiques, c'est bien pire, il n'y a pas de comparaison entre l'arme biologique, si on l'utilise, et l'arme nucléaire. Là, l'arme biologique, c'est bien pire. Mais ça fait rien, moi je le suis. Moi je suis convaincu. Non. Moi je le suis parce que ma femme est biologiste, ma femme a dirigé un service à l'Institut Pasteur pendant toute sa vie. Je connais l'arme biologique, je sais ce que c'est atroce comme possibilité. La bombe nucléaire, ce n'est que du bombardement comme l'autre, ça brûle au lieu de vous déchiqueter. Vous savez la différence, hein. Donc, le désarmement général. L'arme atomique, pour moi, elle vaut les autres. Nous avons donc opté en France, le général de Gaulle a choisi l'armement atomique pour que la France reste dans les grandes puissances.
Volens-Nolens, nous sommes obligés de le suivre parce qu'on ne peut pas, comme vous le dites, désarmer unilatéralement. Donc, le Parti socialiste et Mitterrand, qui, je le sais, je le connais suffisamment, est tout à fait pour le désarmement, mais multilatéral, a été obligé de suivre lui aussi dans le... Donc, on doit continuer à avoir un armement nucléaire. Si on a un armement nucléaire, il faut l'adapter à mesure que les progrès de la science et de la technologie le permettent. Tous les pays améliorent leur armement nucléaire pour s'équilibrer, l'équilibre de la terreur, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas d'autre solution qui ne soit pas utopique, et moi je ne suis pas une utopiste. Et donc pour cela, il faut faire des essais nucléaires. Les essais nucléaires, on les fait sous terre, on les fait à Mururoa. J'ai été à l'époque de Pompidou, le centre d'essai du Pacifique, donc qui fait les essais nucléaires à Mururoa et à Fangatofa, m'a demandé à moi, qui était dans une opposition très marquée, j'étais dans l'opposition et je ne le cachais pas du tout, m'a demandé à moi, parce que j'étais volcanologue, de faire une étude sérieuse, une étude scientifique, des risques de pollution du Pacifique, de l'océan, à Muru, par essai nucléaire souterrain. Parce que les roches volcaniques, c'est dans ma partie. Avec deux de mes jeunes collègues, dont un écologiste de la toute première heure, qui est Jacques Varret, géologue au Bureau de recherche géologique des minières, au BRGM, et Jacques Demange, de la même organisation, nous avons pendant une quinzaine de mois étudié le problème. Nous sommes allés à Fanga et à Muru, on a fait faire des forages, on a étudié les roches de forage, et au bout de 15 mois, j'ai remis mon rapport aux autorités de l'époque, dans lequel j'étais obligé de dire honnêtement, il n'y a, si l'on prend toutes les précautions que nous indiquons ici, il n'y a aucun risque de pollution. Ça, c'était en 1973. On a fait les essais. En 1982, Brice Lalonde, qui est un des plus anciens écologistes français aussi, malgré son jeune âge, Brice Lalonde, après d'énormes discussions très, très dures, très hostiles, avec le ministre de la Défense, Ernu, ils sont arrivés à un agrément, un agreement. Brice Lalonde disait, on pollue le Pacifique. Ernu disait, on ne pollue pas le Pacifique. Lalonde a dit, il faut absolument, je ne vous crois pas, il faut une enquête scientifique. Ernu a dit, d'accord, on fera une enquête scientifique. Et alors, ils ont cherché un scientifique, des scientifiques pour faire cette mission. Il fallait un leader à cette équipe scientifique. Ils n'ont trouvé qu'un bonhomme, c'était moi, sur lequel tous les deux fussent d'accord. Parce que chacun avançait des noms que l'autre refusait. Ils ont trouvé un qui n'ont pas refusé, ni l'un ni l'autre, c'était moi. J'ai été obligé de retourner à Muru en 82 à la tête d'une équipe scientifique, donc pluridisciplinaire, des médecins, des géophysiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, etc. Nous sommes allés là pour un essai, on a fait toutes les mesures, toutes les observations, toute l'enquête avant, pendant et après l'essai. Les résultats, et tous ces scientifiques, on les avait choisis, c'était des gens honnêtes, parfaitement honnêtes. Les uns étaient pro-nucléaires, les autres étaient anti. Tous parfaitement honnêtes, comme les scientifiques devraient tous l'être, ils ne le sont pas. Il n'y a pas de profession dans laquelle tout le monde est honnête. Ceux-là étaient honnêtes et avaient été choisis pour ça. Le résultat, aucune pollution décelable. Je me suis arrêté en Nouvelle-Zélande avec un de mes collaborateurs au retour pour répondre pendant toute une journée aux questions posées par 3 scientifiques néo-zélandais et 2 hauts fonctionnaires néo-zélandais donc, qui voulaient nous interroger. Je suis rentré à Paris, j'ai remis mon rapport au président de la République et au ministre de la Défense, etc. Et je leur ai dit que puisqu'il n'y avait aucune pollution, il était idiot d'empêcher, comme on le faisait jusqu'alors, les scientifiques néo-zélandais, australiens et autres, de venir à Muru et de faire une enquête, puisqu'il n'y avait rien. Ils m'ont parfaitement compris, et dès 83, l'année suivante, une mission, la mission Atkinson, de scientifiques néo-zélandais, australiens et fidjiens sont allés à Muru. Leurs conclusions étaient exactement les mêmes que les nôtres, alors qu'ils étaient donc appartenant à des pays férocement hostiles à la France dans le Pacifique et aux essais nucléaires. Ils ont dit qu'il n'y a pas la moindre trace de pollution et la radioactivité dans l'eau du lagon, dans la mer, dans les plantes, dans les poissons, à terre et sur les gens est inférieure à ce qu'il y a en moyenne en Europe, ce qui était vrai. Et c'est depuis lors, d'ailleurs, que je
alors que je tirais très bas mon chapeau devant Greenpeace pour son combat courageux, que j'ai remis mon chapeau, parce que Greenpeace, comme le Premier ministre néo-zélandais, M. Lang, pour un objectif que j'estime beaucoup, qui est le désarmement et la paix, Greenpeace, dans sa haine des essais de Muru et dans son peu d'amour pour la France, a, comme M. Lang, dit des contre-vérités et prétendu, après notre rapport de 82 et après le rapport Atkinson, prétendu que les essais français polluaient, ce qui est un mensonge. Et depuis lors, j'ai perdu mon estime pour Greenpeace. Voilà. Tazieff, je voudrais savoir quels sont les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour s'il y avait une telle catastrophe en France, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels sont les moyens? Vous dirais que j'ai fait ce que j'ai pu dans ces 5 années pour organiser les secours de façon à ce qu'ils soient efficaces. Les secours en France, comme dans tous les pays, mais chez nous particulièrement bien, les secours pour ce que j'appellerais le désastre quotidien, hebdomadaire, mensuel, sont excellents. C'est jamais parfait, dans des conditions pareilles, la perfection n'existe pas, mais ils sont très bons. Mais, dès qu'on dépasse un certain niveau, nous ne sommes plus nulle part. Les autres pays non plus d'ailleurs. Hein. Mais nous, en tout cas, nous ne sommes nulle part. L'organisation des secours pour grandes catastrophes, en France, cette organisation, elle est elle-même catastrophique. Alors, je l'ai parfaitement compris dès 1982, je dirais. En 83, j'en ai été totalement assuré après avoir observé 3 exercices. Les 3 premiers exercices que la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur a fait sur le thème d'un tremblement de terre destructeur. Jusqu'en 81, les gouvernements successifs qui sont succédés depuis toujours ont toujours refusé de considérer la possibilité d'une catastrophe sismique en France. Hein, toujours l'histoire des petits singes. Donc, la sécurité civile ne l'a jamais pris en considération, c'est normal. 81, voilà que le président de la République dit les catastrophes sont possibles, je nomme un bonhomme pour cela. Du coup, la direction de la sécurité civile organise un exercice fin 81 sur un tremblement de terre. Rien n'a marché. C'était normal, ils n'avaient jamais songé à la chose, ils ne savaient pas quoi faire. Bon, ils se sont plantés, c'était normal. 6 mois plus tard, en mai 82, ils font un exercice, grandeur nature sur le terrain, 2000 participants, des hélicoptères, des avions, des sapeurs-pompiers, des automobiles, des trains, tout ce que l'on veut, pendant 2 jours, dans le Roussillon. Nous étions 2 observateurs. Le professeur Huguenard, spécialiste de la médecine de catastrophe, et puis moi-même. Je vous donnerai l'opinion de Huguenard quand on a clos l'exercice et que tout le monde s'est trouvé réuni, enfin l'état-major s'est trouvé réuni. Il a dit, hier matin, vous aviez dit qu'il y avait 2000 blessés. Ils étaient effectivement, on les avait grimés, il y avait des tripes sorties, il y avait des types brûlés, c'était affreux à voir. C'était faux, heureusement. Il y avait 2000 blessés, ce soir, il y a 2000 morts de plus. Tellement c'était bien organisé. Là-dessus, une année et demie se passe, et en décembre 83, la sécurité civile organise son 3e tremblement de terre. C'est Belfort qui est détruit. Ça s'appelait Vosges 83. De nouveau, Huguenard et moi comme observateurs. De nouveau, il se plante mais complètement. Notamment dans les télécommunications. Alors là, c'était incroyable. Mais ils n'avaient pas demandé au ministre, justement. Ils n'avaient pas demandé au ministère des Télécoms. Ils avaient tout voulu faire par eux-mêmes. Eux, ils s'étaient plantés comme dans le reste. Alors, cette fois-là, j'ai rendu la chose publique, j'ai fait un long rapport au président de la République, et puis ça a apparu au journal officiel, puis j'ai répondu aux journalistes qui m'ont interrogé. Et nous en sommes toujours là, parce que depuis là, nous avons, en mai 84, nous avons établi une doctrine de secours qui seront incomparablement plus efficaces. Ils ne seront jamais parfaits, mais ils sont incomparablement plus efficaces. Mais on se heurte là aux égoïsmes et au corporatisme qui empêche le progrès. Et c'est vrai aussi pour cette catastrophe annuelle, chaque année, les incendies de forêt. Là aussi, nous avons dit ce qu'il fallait faire, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des corporatismes et des égoïsmes divers. Voilà, c'était Haroun Tazieff, vous voyez, c'est quand même pas réjouissant du tout. En France, on n'est pas prêt face à un grand tremblement de terre, à une grande catastrophe, qu'elle soit technologique, nucléaire ou d'ordre naturel. Enfin, avant de se quitter, un tout petit mot d'Haroun Tazieff, puisque nous sommes à côté de Flamanville. Flamanville, y a-t-il des risques? Écoutez Haroun Tazieff.
Monsieur le ministre, 2 petites secondes s'il vous plaît. On est à côté de Flamanville. Est-ce qu'il y a un risque à Flamanville? Non. Le risque nucléaire est infiniment moindre. Il n'y a pas de risque nul. Il y a toujours un risque d'accident en industrie. Et la navette spatiale vient de le démontrer. Mais le risque, le danger des usines nucléaires que j'ai combattu et que je combats encore pour d'autres raisons. Je les combats pour des raisons économiques, pas du tout pour des raisons de risque ni de pollution. Le risque est infiniment moindre que le risque de l'industrie chimique. Il n'y a pas de comparaison. Enfin, pour la petite histoire, sachez qu'on a fait venir de Caen des étudiants. Il y avait un car gratuit affrété pour faire venir des étudiants de Caen où on leur avait promis une conférence d'Haroun Tazieff. Ces étudiants de Caen n'étaient pas très satisfaits, vous allez comprendre pourquoi. Ouais. On vous le dit, si vous pouviez le répéter, il y avait des affiches à Caen, Haroun Tazieff, partout. C'est un peu lamentable. On me l'a demandé avant-hier. Vous êtes en train de dire que vous êtes venu à un meeting politique sans le savoir? Ah, exactement, oui. Exactement, on est venu à un meeting politique sans le savoir. Bon, qu'on soit de droite ou gauche, c'est pas grave, mais quand même, c'est pas du tout... sur ces tracts et sur toutes les affiches de la fac de Caen, c'est pas dit que c'était un meeting du PS, quoi. On nous a dit Vous regrettez d'être venu ou pas? Ah oui. Franchement, oui, parce que nous, tout ça... Mais c'est surtout, nous, on venait pour entendre une conférence sur la vulcanologie, quoi, sûrement. Alors là, le transport était gratuit? Oui, transport... Alors, on sait pas par qui ça a été payé, c'est ça qui est extraordinaire, quand même. Bah, sûrement Normalement, par le budget culture. Normalement, ça devait être... C'est le genre de chose qui est payé par le budget culturel de la fac, hein. Un transport gratuit, départ à la faculté, il y avait même des professeurs à bord. C'est quand même incroyable. Même pas, c'est pas marqué PS nulle part. Il y a des affiches en grand sur la fac de Caen. Vous ne prononcez pas les mots, mais est-ce que vous sous-entendez par là que c'est un petit coup quand même pour vous amener? Ah bah oui, complètement. Sûrement, ouais. Voilà, donc peut-être un tout petit coup politique, mais de toutes les façons, ça n'enlève rien quant à la prestation et au grand renom et à ce grand bonhomme que peut être Haroun Tazieff.